Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. C'est le choc en Corse après l'assassinat de l'écrivain et journaliste Nicola Guidici, tué de plusieurs balles, dont l'une dans la tête. Le corps de celui qui avait fait sa carrière à Nice ce matin a été retrouvé près de Corté. Les enquêteurs restent perplexes. Ces ouvrages n'étaient pas incendiaires. Le procès pour pédophilie de Jackie Kaisermertz met en lumière la nécessité d'aider les jeunes victimes à raconter leurs souffrances. C'est le but de cette association dans le Pas-de-Calais qui donne la parole aux enfants victimes d'abus sexuels. En Afrique du Sud, il y a 25 ans s'embrasait la cité noire de Soweto, marquant le début de la fin de l'apartheid. 10 ans après l'abolition des lois raciales, reportage à Soweto qui commence à changer de visage. Et puis du cinéma avec des frissons et du suspense à la française. Un jeu d'enfant qui vous glacera le sang sur les écrans mercredi prochain avec Karine Viard et Charles Berling. La course avait commencé sous la pluie, elle s'est achevée sous un ciel de giboulée. Les 24 heures du Mans n'ont pas manqué de péripéties, la météo a joué les troubles fêtes. L'écurie Audi rafle une nouvelle fois les 2 premières places avec, c'est à noter, le retour plus qu'honorable de Bentley en 3e position, 71 ans après sa dernière victoire dans l'épreuve. Julien Beaumont, Laurent Siran. Chez les Allemands, on aime bien les choses carrées. L'Audi numéro 1 finit première, la numéro 2 deuxième. C'est simple et tellement révélateur de l'ensemble de ces 24 heures. Audi a été en tête de bout en bout. La surprise, c'est Bentley, de retour au Mans après 71 ans d'absence. L'écurie est 3e. C'est fantastique, on ne pouvait rêver mieux pour notre retour. Audi, intouchable, finit avec 200 km d'avance. Hier, au départ, nous étions un peu en retrait. En fait, nous attendions la pluie, car la voiture avait été préparée pour ces conditions. Voilà notre secret. Une tactique payante vu les trompes d'eau qui se sont abattues sur la piste. Pour les autres écuries, carambolage en série. Orage, mais pas désespoir pour les supporters. De l'eau, toujours de l'eau. Difficile dans ces conditions de garder le cap. Les 24 heures version patinoire ou encore les 24 heures tout feu tout flamme. Courage, fuyons, mot d'ordre pour pilote en péril ou pour pneumatique trop sollicité. Cette course restera comme un morceau d'anthologie au niveau de la difficulté. J'ai pas le souvenir dans les 25 dernières années d'une course aussi éprouvante pour les pilotes et aussi délicate à gérer. Alors, coup de chapeau aux 20 voitures à l'arrivée sur 48 inscrites. La 69e édition des 24 heures du Mans, c'était une course à part, une course à voir. Nombreuses incertitudes et interrogations après l'assassinat en Corse de l'écrivain et journaliste Nicola Guidici. L'homme n'était pas un activiste qui aurait par ses écrits pu déranger les milieux nationalistes. Mais il est vrai que celui qui avait fait sa carrière à Nice ce matin était l'auteur de différents ouvrages, dont l'un, Le Crépuscule des Corses, qui évoquait l'omerta sur l'île de Beauté. Plusieurs hypothèses sont évidemment avancées par les enquêteurs après la découverte ce matin près de Corté de son corps portant plusieurs impacts de balles, dont l'une en pleine tête. Loïc de la Mornay. Je pense aux précédents meurtres importants qui ont eu lieu dans l'île. On a eu Il était corse et ne connaissait que trop bien la liste des meurtres qui déchirent l'île. Ce matin, c'est son corps qui a été retrouvé dans un ruisseau près de Corté. Nicola Guidici a été abattu de 3 balles de petit calibre. Une précision d'importance pour les gendarmes, cela pourrait signifier qu'il ne s'agit pas d'un crime de professionnel. Après le meurtre, l'agresseur se serait enfui avec la voiture de Guidici que les gendarmes ont retrouvée incendiée à une 50aine de kilomètres de là. Agrégé de philosophie, l'écrivain et journaliste âgé de 52 ans avait toujours dénoncé la violence. Nicolas était quelqu'un qui était fondamentalement contre la violence, contre toutes les violences. Sa vie est une vie de tolérance. Ces textes étaient des textes justement qui bannissaient tout rapport violent. Et
Et voilà qu'il a rencontré la violence dans sa propre vie. Ancien collaborateur de Nice Matin, venu vivre sur le continent, Nicola Giudici se consacrait depuis à l'écriture. En 1997, il avait publié Le crépuscule des Corses, une critique assez sévère des clans et de la pratique de la politique en Corse. Ce soir, François Santoni, l'ancien dirigeant de la Concolta, affirme que le milieu nationaliste ne l'a jamais considéré comme un ennemi. L'a-t-on tué pour ce qu'il dénonçait? Il est trop tôt pour le dire. C'est en tout cas la première fois en 25 ans qu'un journaliste est assassiné en Corse. L'ancien PDG d'Elf, Loïc Le Floch-Prigent, semble bien décidé à sortir de sa réserve pour dire ce qu'il sait. Il était à la mi-journée l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, l'occasion pour celui qui a présidé aux destinées du groupe pétrolier d'affirmer sans détour que Charles Pasqua avait bien pris les avions d'Elf, une accusation qu'avait déjà démenti le président du RPF, Charles Pasqua, qui ce soir persiste et signe. Patrick Fandio, Alexandre de Laval. Ces 5 dernières années, Loïc Le Floch-Prigent a beaucoup fréquenté les cabinets des juges d'instruction. Mais ces 5 dernières semaines, c'est dans le bureau des journalistes qu'il préfère désormais faire ses révélations sur le système ELF et ses bénéficiaires. Parce que j'ai jamais versé un exercice de commission. L'ex-PDG se souvient notamment avoir joué les transporteurs pour certains hommes politiques, Charles Pasqua et d'autres encore. Monsieur Pasqua a pris les avions comme tout le RPR, comme les gens de la démocratie libérale, monsieur Madelin et monsieur Léotard, c'est-à-dire à l'époque où j'étais président, toute l'opposition. Les ministres socialistes prenaient le glam et l'opposition prenait les avions d'Elf ou prenait Air France, payé par Air France ou payé par Elf. Charles Pasqua aurait utilisé 24 fois la flotte de cette société, Air Entreprise, des avions affrétés et payés par Elf, plus d'1 million de francs entre 92 et 97. Il y a une semaine encore, il niait avoir été le passager d'Elf. Vous savez, je préfère Air France que Air Elf. Aujourd'hui, Charles Pasqua refuse de s'expliquer et menace. J'espère d'ailleurs qu'à l'occasion des élections présidentielles, on mettra tout sur la table. Le patrimoine des uns, le patrimoine des autres et le parcours des uns et des autres. Loïc Le Floch-Prigent, lui, a été condamné à 3 ans et demi de prison. Il a fait appel. En attendant, il veut partout clamer sa vérité tant qu'il sera libre. Et toujours concernant l'affaire Elf, ces révélations dans le quotidien Le Figaro de demain. Roland Dumas sous-entend qu'Elisabeth Guigou était informée d'une partie des versements illicites effectués par le groupe pétrolier Elf. Roland Dumas critique également le rôle qu'elle a pu tenir en tant que garde des Sceaux dans la gestion de cette affaire. Semaine cruciale et très chargée pour AOM Air Liberté et l'ensemble de ses salariés. C'est mardi prochain que le tribunal de commerce de Créteil rendra sa décision, alors que dans la matinée, les représentants syndicaux auront rencontré le ministre des Transports. Dès demain, réunion du comité d'entreprise avec comme objectif éviter la liquidation de la compagnie. Le redressement judiciaire d'AOM Air Liberté permettant d'offrir aux éventuels repreneurs une occasion à ne pas manquer. Jean-Bernard Schmitt et Bernu Mériot. Les scénarios catastrophes dans l'aérien, on connaît ça. Pourtant, il en est un que personne ne voudrait voir, c'est celui-ci. Tous les avions AOM et Air Liberté cloués au sol et l'entreprise définitivement à l'arrêt. On n'en est pas là, mais pour les deux compagnies, la semaine qui s'ouvre sera décisive. AOM et Air Liberté ont chacune déposé leur bilan. À partir de mardi, doit commencer une période d'observation décidée par le tribunal de Créteil. Depuis vendredi, les syndicats font pression sur le gouvernement. Les conseillers du ministre ont travaillé tout le week-end pour trouver une solution. Pourquoi pas un appel à Air France? Il y a un certain nombre de touristes, des milliers de touristes qui sont peut-être dans la nature pour cet été, qui pourront peut-être ne pas partir en vacances ou ne pas partir vers les Dom-Tom ou vers Nice ou vers Montpellier ou vers Marseille, etc. C'est avec Air France qu'on va pouvoir trouver des solutions, donc je pense que maintenant il faut ouvrir ce jeu-là. 3 solutions après le dépôt de bilan. Le tribunal peut décider d'un plan de continuation de l'activité. Le juge peut également faire appel à un repreneur. Enfin, s'il n'y a plus d'argent, c'est la liquidation. Une issue inenvisageable pour Jean Immediato. Pilote de ligne, il défend un projet de reprise mené entre autres par les salariés. Il est clair aujourd'hui que ces entreprises AOM Air Liberté ont la place en France. Cette deuxième compagnie a une place, 30% des créneaux à Orly doivent rester français, c'est très clair, et il faut pour cela que nous puissions redévelopper ces entreprises. 2 autres repreneurs, dont le britannique EasyJet, sont pris au sérieux. Mais il faudra faire vite. AOM et Air Liberté ont déjà réduit leur programme de vol. Il y aurait en caisse juste assez d'argent pour tenir jusqu'au 7 juillet.
Et en effet, quelques informations pratiques. AOM Air Liberté diminuera de moitié ses vols au départ de Nice et d'autres lignes seront allégées à partir de demain. Et de nouveaux ennuis pour le TGV Med. Après les retards de ces derniers jours, voici qu'un incendie volontaire sur un caténaire a provoqué de sérieuses perturbations entre Cassis et La Ciotat. Le trafic a été interrompu pendant 2 heures et comme un effet de domino, les retards s'accumulent dans ce secteur. Après les 2 premières journées d'audience du procès de Jackie Kayser-Merz, difficile de ne pas garder en mémoire ses aveux et le récit insupportable des sévices que l'ancien instituteur a fait subir à ses élèves. Pour ses enfants, comme pour d'autres jeunes victimes d'abus sexuels, comment réussir à surmonter cette souffrance et cette honte? La première chose est de pouvoir en parler, répondent les psychologues. Et c'est bien le but de cette association dans le Pas-de-Calais qui tente de venir en aide à ces enfants victimes d'inceste et de pédophilie. Audrey Glohagen et Marie Cazot. Antoine, 10 ans et demi. Antoine, 10 ans et demi. Aurélie, 7 ans et demi. Solène, tu as quel âge? 4 ans et demi. Ils sont de tous les âges, de tous les milieux. Ces enfants ont pourtant en commun une blessure profonde. Vous avez tous subi des choses très pénibles de la part d'adultes, de grands, qui vous ont fait des choses qui étaient interdites. Mais maintenant, eh bien, pour que ça aille mieux, eh bien, on va raconter des histoires. Pendant 1 heure, ils vont ensemble inventer un conte et créer des personnages. Le but, identifier clairement le bien du mal, le gentil du méchant. En quoi on va lui proposer d'être transformé pour ce pays imaginaire où on va aller tous voyager ensemble. Émilie. En lutin. Le héros, c'est un peu l'enfant abusé, mais dans son imaginaire, il se sent fort. Alors le méchant, autant dire qu'il n'en fait pas de quartier. Le méchant. Il y a des mouches sur lui. Il y a des mouches sur lui, parce qu'il pue. Voilà. C'est tout ce qui a représenté l'horreur, la mort, parce que l'enfant a vécu une mort psychique. Donc on est obligé de faire en sorte qu'il se débarrasse de cette sorte de... Il y a des enfants qui me disent j'avais l'impression d'avoir un alien en moi. Camille, elle, a encore du mal à se débarrasser de ce monstre. Le brouhaha des autres enfants et tout ce qui l'entoure l'insupporte. Mais criez pas. On va parler doucement, hein. D'accord? On va essayer de parler doucement. Il y a quelques mois, à plusieurs reprises, Camille a été agressée sexuellement par un proche de sa famille. Son malaise apparaît aussi dans chacun de ses dessins. On a un dessin ici qui est astructuré. On sait que les abus sexuels déstructurent. C'est-à-dire que l'enfant n'a plus de repère de la réalité, il n'a plus de repère de lui par rapport à l'autre. De l'autre côté de la porte, les parents de ces enfants. Eux aussi ont besoin d'aide, besoin de mettre des mots sur leurs angoisses. Elle est allée vers un monsieur, elle s'est assise sur ses genoux, elle a plaisanté avec alors qu'elle ne connaissait pas. Ce que je veux dire, ça m'interpelle aussi et ça me fait peur. Ici, rien à voir avec le conte, les parents doivent prononcer des paroles souvent très dures. La plus grande m'a dit « Maman, j'ai ma main qui sent le zizi ». J'avoue que là, j'ai eu un coup de sang en me disant « Calme-toi, c'est le moment de parler ». Et en fait, elle m'a expliqué que le fils de la nourrice lui avait fait toucher ses testicules, quoi. Certains viennent ici depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, tous savent qu'il faut vivre avec ce passé-là, qu'il faut apprendre à se reconstruire. Venons-en maintenant à cette école maternelle installée sur l'ancien site de l'usine Kodak et dont des élèves auraient développé des cancers. C'est demain que les résultats d'une étude très officielle seront communiqués. D'ores et déjà, on sait qu'il n'y a aucun lien entre la fréquentation de l'école et la survenue des cas recensés, mais apparemment rien n'y fait. La psychose est là. Loïc Delamornay. Des mois que les parents attendent de nouveaux résultats. Demain, à 17 h, ils espèrent qu'une nouvelle étude de l'INERIS, l'Institut national de l'environnement et des risques industriels, éclaircira un petit peu l'énigme des cancers de Vincennes. Moi, j'habite ici depuis 9 ans. J'ai fait mes 2 grossesses ici et je dois dire que j'attends avec impatience des résultats parce que on a envisagé déjà de déménager. Mais selon nos informations, à l'instar d'un précédent rapport de juin 2000, ces résultats seront décevants. Les prélèvements de terre étudiés n'ont pas apporté d'éléments pour faire le lien entre les produits chimiques de Kodak et les 7 cas de cancer. Pour les experts, 7 cas, c'est un échantillon statistique insuffisant pour prouver quoi que ce soit. Surtout lorsqu'on sait que le cancer est la première cause de mortalité infantile après les accidents. Il est donc à partir de très petits nombres, très difficile de conclure à une véritable surmortalité par cancer. En même temps, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas non plus totalement écarter.
Mystère scientifique, mais la psychose est là. Pour apaiser les esprits, l'école maternelle sera transférée dès la rentrée prochaine sur cette aire de parking. Cette semaine aura été marquée par les épreuves écrites du baccalauréat. Au total, quelques 631 000 candidats, dont certains non-voyants. Mais ce handicap ne doit pas les défavoriser ni modifier le cours de l'examen. Hélène Hugues et Dominique Bonnet ont pu suivre l'épreuve d'histoire géo à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. C'est 100 millions de tonnes. Ensuite, principaux ports de pêche, de pont. Sous la pulpe de leurs doigts, les sujets d'histoire et de géographie du baccalauréat. Ligne après ligne, chaque candidat découvre l'intitulé, les documents annexes. Quelques minutes pour la réflexion, puis vient le temps de la rédaction, composition à 4 mains, celle du candidat et de son secrétaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement ? Je suis en train d'écrire ce qu'elle me dicte. Car si depuis quelques années l'informatique vient au secours des malvoyants et des aveugles, elle ne résout pas tout. Chaque candidat déficient visuel a le droit de rédiger directement sur un ordinateur à l'aide d'un clavier braille ou d'un clavier AZERTY, mais la copie qu'il doit remettre au jury doit être manuscrite. Je pense qu'on va considérer sa copie comme la copie de n'importe quel autre candidat, donc elle doit être écrite à la main, sûrement pour qu'il n'y ait pas de signe distinctif. Pas de régime de faveur. Voyants ou non, les candidats au bac doivent traiter les mêmes sujets au même moment. Mais parce que leurs techniques de lecture et d'écriture sont plus lourdes, les non-voyants bénéficient d'un tiers de temps supplémentaire. C'est la seule tolérance. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je suis désolé, hein. Vous avez fini la phrase? Ouais. Bon, mettez un point. Là, j'ai pas mis le point. Il va gérer les 2 épreuves en 5h20, puis il y a toute une série de cartes, là, c'était galère. Au bac, un candidat aveugle peut être simplement désavantagé par la longueur de l'énoncé du sujet. T'as pris quoi comme sujet? Moi j'ai pris le 3e. Mais en fait il était balèze parce qu'il y avait plein de cartes de parking. Vous pouvez visualiser toute une page d'un coup, nous c'est ligne par ligne, c'est beaucoup moins facile. Quand les choses sont bien retranscrites comme en noir, c'est-à-dire comme votre écriture, finalement on peut quand même s'en sortir. Et ils s'en sortent plutôt bien. 76% des jeunes aveugles réussissent chaque année le baccalauréat. Peu ou plus de suspense pour les élections législatives en Bulgarie. Selon les premières estimations, celui qui était donné largement favori, l'ex-roi bulgare Siméon II, devrait amener au pouvoir son mouvement et obtenir le poste de Premier ministre, un événement historique après un demi-siècle d'exil. Florence Malik. Un ancien monarque qui vote pour la première fois de sa vie et qui va probablement se retrouver à la tête d'une république. La situation ne manque pas de sel pour un homme habitué à fréquenter les princes des cours d'Europe. Apparenté à Élisabeth d'Angleterre et au roi des Belges, Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha est donné favori pour occuper le poste de Premier ministre. Dans ces élections législatives, il n'était pas lui-même candidat. Mais en avril dernier, il a pris la tête du Mouvement national, un mouvement qui fédère plusieurs partis opposés à l'actuelle coalition de droite. Novice en politique, Siméon II incarne l'un de ces revirements dont l'histoire a le secret. 6 ans à peine, encore en culotte courte, il devient en 1943 roi de Bulgarie. Les communistes le chasseront 3 ans plus tard. Un référendum abolit la monarchie, sa famille s'exile en Espagne, l'ex-roi devient homme d'affaires. En Bulgarie, son nom est tabou durant près de 50 ans, jusqu'à son retour triomphal en 1996. Il suffit de l'accompagner à travers le pays, comme ici, parmi la minorité des Tziganes, pour se rendre compte de son immense popularité. Épuisé par 10 ans de politique d'austérité, confrontés à un fort taux de chômage, les Bulgares semblent avoir exprimé leur ras-le-bol en votant pour le parti de leur ancien roi. Le programme de Siméon II est pourtant on ne peut plus flou. Il promet d'augmenter les salaires, les retraites et de lutter contre la corruption. De la démagogie, crient ses adversaires. 5 ans après la fin de son exil, Siméon II semble être ce soir le premier monarque d'un ex-pays communiste d'Europe de l'Est à revenir au pouvoir, mais n'allez pas lui parler d'une revanche de l'histoire.
Vladimir Poutine à Belgrade aujourd'hui, où il a rencontré le président Koštunica avant de faire escale à Pristina, au Kosovo. Le président russe se dit favorable à la tenue d'une conférence sur les Balkans avec le soutien de la communauté internationale pour participer à ce sommet. Vladimir Poutine a passé en revue, comme vous le voyez, le contingent russe de la KFOR, quelques 3000 soldats basés au Kosovo. À Gaza, un attentat a été déjoué. Un Palestinien à bord d'une charrette chargée d'explosifs a été blessé par des tirs israéliens. Il comptait actionner sa charge explosive près d'une patrouille israélienne. Et puis dans la journée, toujours dans la bande de Gaza, c'est un jeune Palestinien de 12 ans qui aurait été abattu par des soldats israéliens alors que des affrontements opposaient jeunes manifestants à l'armée de Tsahal. Encore des affrontements en Kabylie cette fin de semaine. 12 personnes à Tizi Ouzou, dont 2 policiers, auraient été blessés lors de nouveaux heurts entre forces anti-émeutes et manifestants. Et ce, après la grande marche qui réunissait à Alger jeudi dernier plus d'un demi-million de personnes. Hier, un adolescent est mort lors de manifestations qui ont dégénéré dans la ville d'Annaba, dans l'est du pays. Voici qui nous amène à l'émotion de la communauté algérienne à Paris qui manifestait cet après-midi. Forte mobilisation pour ce rassemblement de la solidarité. Jean-Marc Ilouz et Alain Locaccio. Place de la Nation à Paris, 2 drapeaux, algériens et kabyles, pour une seule nation et un seul cri. Le cri de colère et de solidarité des 2 millions de Berbères de France pour leurs frères algériens, tombés sous les balles de la gendarmerie en Kabylie ou toujours gardés au secret par la police d'Alger. Pourquoi qu'il tue pour la justice en Algérie, pourquoi qu'il tue la jeunesse algérienne? Car la révolte en Kabylie, qui s'est soldée par plus de 50 morts depuis fin avril, ne se limite plus à la longue frustration des 10 à 12 millions d'Algériens berbérophones, toujours privés de langue officielle, près de 40 ans après l'indépendance. Désormais, chômage, favoritisme, corruption et le mépris du pouvoir central sont présentés comme autant de revendications communes à tous les Algériens, berbères ou non. Les Berbères de France aujourd'hui ont le même message que les Berbères d'Algérie. Ils veulent qu'on reconnaisse leur passé, leur identité culturelle. Ils veulent qu'on reconnaisse la démocratie, qu'on l'applique en Algérie. Et ils veulent aussi que l'on entame des chantiers économiques et ça concerne vraiment tous les Algériens. À Paris comme à Alger, les grands, les vieux partis berbères étaient présents, mais c'est surtout l'addition des innombrables révoltes individuelles qui demandaient ce soir à la France et à l'Europe de condamner plus clairement, je cite, la répression et le régime des inamovibles militaires algériens. En Afrique du Sud, il y a 25 ans, la cité noire de Soweto s'embrasait. Des manifestations sauvagement réprimées qui ont entraîné la mort de plus de 500 personnes à l'époque. Le président Mbeki célébrait cette fin de semaine cette révolte sanglante qui allait marquer le début de la fin de l'apartheid. Une marche anniversaire encadrée par des enfants. Soweto est donc le symbole de la lutte anti-apartheid. 10 ans après la fin des lois racistes, Soweto commence à changer. Nos correspondants permanents en Afrique, Éric Meunier et Roger Motte. Les milliers d'églises de Soweto résonnent toujours à la gloire de Dieu Tout-Puissant. Un Dieu compris volontiers d'aider les chômeurs et les immigrants illégaux. Comme au temps de la lutte anti-apartheid, même à la messe, la politique n'est jamais vraiment très loin. Tato Potsane était déjà là il y a 25 ans. Soweto s'embrasait. La répression féroce du régime de l'époque allait faire de ce township le symbole de la lutte contre l'oppression raciale. Depuis, en apparence, bien des choses ont changé à Soweto. Les échoppes sont désormais concurrencées par les centres commerciaux. On circule sans crainte de nid de poule, l'électricité est là et on peut s'y promener sans risque de se faire trancher la gorge. Certes, les nouveaux logements sociaux ne suffisent pas aux 1 200 000 habitants, mais l'effort de l'État est patent. Pour Tato Potsane, au chômage depuis 3 ans et qui élève seul ses 4 enfants, ce changement cache pourtant une nouvelle discrimination d'ordre économique désormais. Le progrès, il existe sur le papier. Est-ce que nous vivons aujourd'hui dans une nation libre? Oui, c'est sûr. Nous sommes désormais vraiment sortis de l'apartheid. Mais si vous parlez d'un progrès global, alors il faut voir ça en catégorie de population. Cela dépend des gens. Ce progrès n'est pas le même pour tous. Au cœur de Soweto, la maison de Nelson Mandela se visite désormais comme un musée. Une idée de son ex-femme, Winnie Mandela, aussi populaire chez les habitants que chez les touristes. Opportuniste affairiste ou exemple à suivre, Winnie est en tout cas le seul leader de premier plan à n'avoir pas fui Soweto pour les quartiers chics de Johannesburg.
quant au discours, toujours aussi critique. La raison pour laquelle nous connaissons un tel taux de criminalité, par exemple, c'est parce que nous n'avons pas répondu correctement à l'attente des gens. Le rythme du changement n'est pas aussi rapide qu'il devrait l'être. Mais bon, on y arrivera. La majorité noire aura-t-elle la patience d'attendre? On en dit certes volontiers chez Wendy's, le restaurant branché de Soweto, un passage désormais obligé pour les célébrités. Une cantine très sélecte où la majorité des Sowétans ne mettra jamais les pieds. Le plus grand salon de l'aérospatial avec au Bourget ce matin un carnet de commandes bien rempli pour Arianespace qui a remporté 3 contrats de lancement de satellites de télécommunications, sans compter l'effet d'annonce d'Airbus qui va recruter 6000 personnes d'ici la fin de l'année prochaine. Mais cette journée de dimanche est d'abord et surtout traditionnellement celle ouverte au public avec les démonstrations en vol. Sur place, Patrice Pellet et Delphine Detry. Combien sont-ils? 10, 20, 30 000? Difficile à dire. Aujourd'hui dimanche, le salon du Bourget a fait le plein. Les yeux grands ouverts, les voilà à seulement quelques mètres de ces avions qu'ils voulaient en voir, le Sukhoi 30 par exemple. Il est parfait. Ouais. Peut-être pas aussi performant que les avions français, mais on verra bien qu'est-ce que ça donne. Du côté des avions français, ça marche bien aussi. On se presse devant le Rafale. Denis Garnier, son pilote, est même présent pour répondre aux interrogations. Bon, des questions relativement banales, du genre de la vitesse, de la masse de l'avion. Les gens qui sont un peu plus connaisseurs commencent à s'intéresser un peu aux performances du système d'armes, du radar. 14 heures, Denis Garnier, sanglé, aux commandes de son avion, entame sa présentation. Une démonstration préparée pendant plusieurs semaines, et ce n'est pas le moment de faire une erreur. Il a l'air très maniable. À un moment, il s'est arrêté, il a tourné très lentement en réduisant le moteur. Donc il peut faire un peu tout ce qu'il veut avec. Mais au Bourget, pour filmer les avions, il faut être équipé. Suivons les bons conseils de Michel. Alors ça, c'est déjà un escabeau qui me permet de prendre des photos et de filmer par-dessus la foule. En plus de ça, c'est mobile, c'est maniable et je ne fatigue pas. Aujourd'hui, le ciel a tenu ses promesses. Le public est rentré ravi, les industriels aussi, puisqu'Arianespace a remporté un contrat pour le lancement de 3 nouveaux satellites américains. Quant à la société Airbus, elle a annoncé qu'elle allait embaucher 6000 personnes. Ce dimanche, le Bourget n'a fait que des heureux. Bordeaux, capitale mondiale du vin pour la 11e édition de Vinexpo. La concurrence fait rage, un rendez-vous destiné aux professionnels. 43 régions de la planète sont représentées. Caroline Pham et Vincent Pacifico. Une ambiance de discussion commerciale feutrée, mais c'est bien un climat d'euphorie qui règne sur le marché du vin. Vinexpo publie ses chiffres, la consommation mondiale est en progression, plus de 8% en 5 ans. Émulation et concurrence, l'Argentine par exemple s'impose de plus en plus. On a des bons volumes, on a des quantités, sachant qu'on prime la qualité et qu'on est dans la 4e place au niveau mondial. On commence à venir des concurrents très forts pour le pays producteur traditionnel des vins. Et quand on parle de concurrence, il y a ceux qui s'inquiètent, notamment devant la progression des vins du Nouveau Monde, et puis il y a ceux qui préfèrent y voir un bon signe. La concurrence est bienfaisante, elle est l'aiguillon qui permet aux vins de Bordeaux, aux vins de Californie, aux vins de Bourgogne de faire mieux tous les jours. Dans ce contexte de concurrence, un phénomène encore marginal mais en développement, le bio. Patrick Boudon mesure l'avance de certains pays mais ne s'inquiète pas. Il y a une concurrence certes, mais elle n'est pas gênante. Il y a une concurrence de la part de tous les pays européens et peut-être maintenant du Nouveau Monde. Mais il y a de la place encore pour tout le monde. Une place pour tous et pour tous les pays producteurs, certains y croient donc, et ne se laissent pas décourager par le spectre de la surproduction dont on parle actuellement. Dans la vallée de la Somme, 3 mois après les inondations qui ont ravagé la région, le retour progressif à la normale avec la réouverture au public ce matin des ortillonnages, ces marais cultivés sur canaux au cœur d'Amiens. Traditionnelle présentation des produits locaux, Frédéric Vian et Patrice Wurstorm.
Même si cette année elles ne sont que quelques-unes, ces barques symbolisent à elles seules la renaissance des ortillonnages. Depuis 25 ans, ce sont elles qui annoncent aux Amiénois le retour à la belle saison, en livrant comme autrefois leurs fleurs et leurs légumes au marché du centre de la ville. Bien sûr, cette année, il fait gris, mais pour les habitants de la Somme, que la fête puisse malgré tout avoir lieu après un printemps de cauchemar est en soi une grande victoire. Il faut être gagnant, il ne faut pas penser aux misères. Maintenant, il faut reconstruire et puis que tout le monde soit heureux et puis que ça reparte d'un bon pied. Sur le marché Saint-Leu, d'habitude, ce sont évidemment les produits des ortillonnages qui tiennent la vedette. Mais pour cette fois, les maraîchers ont dû faire une exception, car les ortillonnages, les voici. Après plus de 2 mois sous les eaux, ils sont enfin à sec, mais ils viennent à peine d'être labourés. Pour que fruits et légumes y poussent à nouveau, il faudra encore beaucoup de travail. Pour l'heure, seules les visites touristiques ont pu reprendre, avec près d'1 saison de retard sur le calendrier. C'est notre premier jour à tous. Ordinairement, on reprend le 1er avril, bon là on est quand même 2 mois, voire 2 mois et demi de retard. Et comment s'est passée la découverte ce matin? Bah ça va, je pensais que ça aurait été beaucoup plus triste. Ça va, c'est encore joli. On voit quand même que ça a souffert, mais malgré tout, c'est encore très beau. Ah oui, ça aurait pu souffrir davantage. Depuis leur création par les Romains, les ortillonnages ont donc résisté à toutes les catastrophes. Aux inondations de 2001 comme aux promoteurs des années 70, qui voulaient à l'époque construire ici une bretelle d'autoroute. Cinéma avec la sortie mercredi prochain sur les écrans d'un jeu d'enfant. Et si le danger venait de ceux que l'on côtoie et que l'on aime le plus, le frisson est garanti. Le suspense aussi dans cet exercice de style réalisé par Laurent Tuel avec Karine Viard et Charles Berling. Reportage de Pascal Deschamps et Yann Jiquel. Nous sommes les enfants Worms. Ma sœur et moi-même habitions cet appartement quand nous étions enfants. Peut-être nous pourrions revoir ce lieu qui nous est si cher. Mais entrez, je vous en prie. Il suffit d'une visite en apparence anodine pour que tout se dérègle dans la famille Forel. Il suffit de quelques touches pour créer l'atmosphère, une lumière, une profondeur de champ, un cadre particulier, quelques phrases de dialogue qui installent l'intrigue. Et sans qu'il cite ses sources, on sait dès le départ que Laurent Tuel connaît ses classiques. Pour ce jeune réalisateur, un jeu d'enfant égale petit budget et gros pari, faire du fantastique à la française. Je crois que les enfants nous veulent du mal. Le cinéma américain impose énormément dans ses scénarios. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'histoire, c'est comme ça, même si c'est du fantastique, tout est très expliqué. Moi, j'ai envie de laisser aussi une part d'imaginaire au spectateur, c'est-à-dire que, évidemment, il y a des réponses qui sont données dans le film, mais il y a plusieurs pistes et je ne veux pas, en ce qui concerne le fantastique, donner un jugement. Où sont les enfants? Pas les enfants étaient en train de jouer. Aude, Julien! Pas vrai qu'il ait fermé cette porte? Julien, c'est ainsi que sur les pas de Marianne, le spectateur s'interroge. D'abord sur des portes fermées de l'intérieur, puis des visions d'horreur et des morts mystérieuses. Et si tout cela venait des enfants? Aude, tu restes pas là avec ce soir, c'est dangereux. Avec ce rôle de mère fragile psychologiquement, Karine Viard fait une incursion dans un genre nouveau. À fabriquer, c'est assez délicat, je trouve, parce qu'il y a des moments de pointe, il y a des moments en creux, il y a des moments où on se repose, on laisse un peu passer pour que ça remonte. Donc tout ce rythme-là, les acteurs en sont pas très conscients, je crois. C'est le metteur en scène qui est vraiment chef d'orchestre de ce type de film. C'est toujours un peu le cas, mais là plus qu'ailleurs. Un jeu d'enfant, 1h25 bien troussé, a tout pour susciter la curiosité et pour surfer sur la vague de succès que connaissent les films français depuis près de 6 mois. Après 7 ans d'absence, le retour sur scène de Manu Chao en France. Son dernier album s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, il propose de nouveaux titres avec toujours cette couleur d'évasion et de voyage. Florent Muller. Un album de Manu Chao, c'est comme une grande boîte à chaussures avec une kyrielle de souvenirs dedans. Il y a des borborigmes, des ding-dong doudingues, et puis de l'amour. L'amour toujours. Clandestino, son opus précédent, a été fredonné par 1 million de Français. 4 ans et une victoire de la musique plus tard, Manu nous offre un petit jumeau, Esperanza. Je suis timide, j'aime pas monter sur scène. Et après, bon, tu finis. Je crois que toute la peur que tu la transformes en énergie. Son énergie, il la dégote en roulant sa bosse à travers le monde. Bienvenida Tijuana, bienvenida mi amor.
La langue d'Esperanza est un espéranto baragouiné sur tous les tons. Une tambouille de franchouille, d'espagnol et d'anglish métissé avec bonheur. Manu, l'ex-leader de la Mano, est aujourd'hui une figure au Mexique où il s'est engagé politiquement et socialement, sans toutefois faire de ses convictions un emblème marketing. Dans les conférences de presse, on nous pose que des questions politiques. On nous pose très peu de questions musicales. Alors que nous, on vient plutôt répondre à des questions de musique. Moi, je me considère comme un artisan musicien. Je suis pour rien du tout impolitique. Je me sens absolument pas du tout impolitique. Après une absence de 7 ans déjà, Manu Chao retrouve les scènes françaises. Et c'est promis, il ne fera pas son timide. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle la principale information, c'est le choc en Corse. Après l'assassinat de l'écrivain et journaliste Nicola Guidici, tué de plusieurs balles, dont l'une dans la tête. Le corps de celui qui avait fait sa carrière à Nice ce matin a été retrouvé près de Corté. Les enquêteurs restent perplexes. Ces ouvrages n'étaient pas incendiaires. À 20h, la météo dans un instant, Isabelle Martinet. À 20h50, votre série Urgence. 0h20, le dernier journal présenté par Jean-Claude Renaud. Demain à 13h, vous retrouverez Gérard Rolls. À 20h, Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.